Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous du coup pour un temps de réflexion autour de la question à domicile et en établissement, comment défendre les valeurs du soin en situation de crise. Donc peut-être ce qu'on va faire juste dans un premier temps, c'est se présenter et après on vous proposera peut-être un temps de réflexion en 3 temps sur domicile, établissement et aidant. Et l'idée étant d'avoir entre-temps vos questions. Voilà. Donc, je vais me présenter en premier, peut-être Catherine de Brabois. Donc, moi, je travaille dans la Fondation Maison des Champs, qui est dans le 19e arrondissement, qui a des services d'aide et de soins à domicile, et puis des services à destination des personnes en situation de précarité. Voilà. Bonjour à tous, je suis Raphaël Martin, je suis la responsable du pôle aidant de l'association Delta 7, qui est une association francilienne qui a 4 centres d'accueil de jour, 5 plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants et un pôle prévention. Bonjour, Dominique Monneron, je suis directeur général de la Fondation Partage et Vie, qui gère 122 établissements médico-sociaux, dont 90 EHPAD, dans 43 départements et les 13 régions métropolitaines. Mais il y a une petite 19e connection, puisque nous avons un EHPAD dans le 19e avec lequel vous travaillez peut-être l'une et l'autre au canal des Maraîchers. Bonjour, Mathieu de Stampa. Moi, je suis gériatre et médecin de santé publique. Je travaille donc à l'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile donc des hôpitaux de Paris. L'intervention de l'HAD de la Paix, donc c'est sur, pour ceux qui ne sont pas de l'Île-de-France, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris, donc ça va au-delà du 19e, mais c'est Paris intramuros et les 3 départements autour, et c'est à peu près 1000 patients par jour. Et je reviendrai donc sur un retour d'expérience voilà, pendant la crise Covid. Bonjour, Laurent Garcia, je travaille dans un EHPAD de Bagnolet dans le 93. Moi, je vais essayer de vous parler des familles. Voilà. Donc, alors, du coup, je vais commencer. Voilà. Juste avec un petit retour sur le soin à domicile en particulier, sans raconter ce que je pense qu'on a déjà tous vécu, qui est d'avoir cherché des solutions. Mais il y a juste 3 points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'était, même s'il a déjà été évoqué, mais c'était l'incertitude. Et notamment tout ce contexte où il fallait décider sans savoir si ce qu'on décidait, c'était bien et pour les patients et pour les soignants de nos équipes. Et du coup, je voulais, enfin voilà, ce point-là de risquer de se tromper, de risquer de ne pas prendre la bonne décision dans un contexte où nos établissements sont quand même des établissements qui sont en permanence soumis à des protocoles, à des normes, à des audits, à des évaluations, et où dans le fond c'est assez rare qu'à ce point-là on ait peu de consignes et peu d'éléments sur quelle est la bonne décision à prendre. Bon, pour donner un exemple, même si on en a tous, mais au tout début on avait des consignes de donner des masques que aux personnes qui étaient symptomatiques. Nous, nos soignants, ils voient 10-15 patients dans la journée. À un moment, qu'est-ce qu'il faut décider? Est-ce que c'est mieux de laisser un patient qui, dans le fond, sa famille va s'occuper de lui, et voilà, ou est-ce que c'est mieux d'envoyer un soignant sans savoir quels risques on fait courir et aux patients et aux soignants? Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième, évidemment, c'est que ça a été un temps qui a permis à la fois de manifester une fois de plus, j'ai envie de dire, l'engagement des soignants. À Paris, pour nous, c'était un temps où on sortait des grèves, on sortait de 6 mois de grève. Les soignants, ils avaient déjà énormément été en difficulté en doublant leur temps de trajet. On avait déjà dû annuler beaucoup de passages chez les patients parce qu'on avait des grandes difficultés. Et juste après ça, arrive le Covid. Et de nouveau, du coup, cette nécessité de choisir de venir travailler malgré toutes les conséquences et d'arriver à inventer la bonne façon d'intervenir. C'est-à-dire que concrètement, nous, on s'est retrouvés, nos patients qui restent à domicile, ils restent à domicile en général avec un tout petit réseau autour d'eux qui est composé d'un enfant qui fait les courses une fois par semaine, de la voisine qui vient rendre visite, du gardien qui veille un petit peu. Et tout à coup, tous ces réseaux-là se sont écroulés. On a eu des patients qui sont restés chez eux avec plus rien à manger, avec juste, voilà, tout seuls dans leur lit médicalisé. Et là, il a fallu essayer à la fois de répondre à ces besoins qui étaient évidents,
tout en arrêtant les interventions chez des patients chez qui, parce que les enfants de fait se trouvaient confinés en télétravail, dans le fond les enfants pouvaient en prendre soin, ce qui permettait d'aller pour nous faire bien autre chose que les soins, qui étaient parfois faire les courses, aller donner à manger aux gens, enfin juste s'assurer que le minimum vital était possible pour ces personnes-là et de ne pas se retrouver à devoir envoyer aux urgences des gens pour un maintien à domicile impossible. Voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était juste, on parle beaucoup des valeurs du soin pendant la pandémie. Nous, la grande question, c'est vraiment quelles sont les valeurs du soin après la pandémie. Aujourd'hui, on a des services qui sont exsangues. Il y a certains SIAD à Paris où il y a 100% de postes vacants en infirmiers. On entend à l'hôpital que c'est exactement les mêmes difficultés de recrutement. Pendant tout le temps du Covid, on nous a répété qu'on n'était pas des établissements de première ligne et que donc on n'aurait pas de masque, on n'aurait pas de blouse, on n'aurait rien parce qu'on n'était pas des établissements de première ligne. Après ça, on a mis en place le Ségur, on a dit on va revaloriser les salaires des soignants. La conclusion, c'est que le médico-social s'est retrouvé complètement exclu de toute cette réflexion-là. On a entendu hier M. Guérin qui disait qu'une des expériences de cette crise, c'était qu'il fallait que ces premiers remparts que sont les soins de ville tiennent pour que l'hôpital derrière puisse assurer ses fonctions. Le constat, c'est qu'il n'y a rien dans ce qui a été décidé depuis qui a pris conscience que de fait, pour que le soin de ville tienne, il fallait qu'il y ait des personnes qui réalisent ces soins de ville. Et je voulais juste citer un exemple. On a une patiente récemment, une patiente de 101 ans avec un ulcère. Le médecin traitant ne se déplace pas, les UMP ne se déplacent pas, l'HAD n'a plus de soignants. En fait, à un moment, voilà, quelle valeur du soin réellement et qu'est-ce qu'on a tiré réellement comme leçon de cette crise quand on voit où on en est un an après la crise. Voilà, là-dessus, je passe la parole à mon collègue d'hospitalisation à domicile. Non, juste en préambule, l'hospitalisation à domicile donc, est souvent décrit comme la structure qui produit les soins les plus complexes, parce que c'est un hôpital qui donc, produit des soins dans le cadre donc, du domicile. Quand on parle du domicile, c'est un domicile large. Ça peut être donc, une intervention donc, en EHPAD donc, et le domicile privé. Lorsque vous êtes un patient et que vous recevez donc des soins de l'HAD, vous pouvez avoir plusieurs interventions par jour. Ça ne veut pas dire, et ça c'est souvent les patients qui rentrent en HAD imaginent avoir un professionnel 24 heures sur 24 chez soi, ce qui n'est pas la réalité du tout. Mais vous pouvez avoir l'intervention plusieurs fois dans la journée, donc que ce soit une aide-soignante, une infirmière, un kiné, une ergothérapeute, le passage du médecin traitant, etc. etc. Alors, pour revenir donc à la période donc, qui nous intéresse, donc le contexte et surtout donc la première vague. Donc on est à Paris, enfin dans la région parisienne, avec une augmentation exponentielle d'un jour sur l'autre, donc du nombre de situations à domicile de personnes, quel que soit l'âge, mais qui avaient des symptômes donc aigus, donc de détresse respiratoire, d'inconfort. Ça c'est la première chose. On avait des hôpitaux qui étaient complètement saturés et on a eu une demande de plusieurs médecins. Alors, c'était des médecins, mais pas que, parce qu'il y a aussi des infirmiers libéraux qui nous ont appelés, qui nous disent, mais est-ce que vous pourriez, vous, l'HAD, intervenir en urgence à domicile? Juste une parenthèse sur le fonctionnement de l'HAD. Vous voulez recevoir donc les soins en HAD. En général, il y a toujours une évaluation par une infirmière de coordination. Et en général, l'HAD se met en place dans les 24, 48 heures, 72 heures. Voilà. Et là, on nous demandait d'intervenir de façon urgente pour soulager ces personnes qui étaient à domicile. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un binôme infirmier et un médecin. Pour des situations, en général, c'était des situations donc, de soins palliatifs. Donc, c'était des personnes qui étaient dans leur domicile, donc que ce soit donc, en EHPAD, mais dans les domiciles privés, et qui avaient des symptômes du Covid et qui avaient exprimé leur volonté à un moment ou à un autre, ou la volonté donc exprimée donc par l'entourage de rester à domicile. Et l'idée donc c'était de pouvoir intervenir. Donc on a mis en place ce binôme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et par rapport à ce binôme, donc l'intervention en urgence a été possible dans le cadre de la première vague. On intervenait en moins de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on pouvait circuler partout, sans aucune difficulté donc dans Paris. Donc ça c'était donc la descriptive donc de l'intervention, et on a mis en place donc cette intervention en urgence pour des situations de soins palliatifs avec des signes de détresse respiratoire pour des personnes qui voulaient rester dans leur lieu de vie. Donc on a commencé à peu près donc début du mois d'avril 2020 et ça a duré donc pendant 2 mois. Donc on a vu au total 250 personnes ou patients. Donc à peu près c'était 70% donc en EHPAD.
30% donc dans des domiciles, et il y avait toujours la demande initiale d'un médecin qui appelait donc l'équipe d'HAD, qui dit voilà, cette personne veut, et donc il y avait un minimum de collégialité en amont et qui accompagnait donc ce retour à domicile. Donc l'intervention ensuite donc de l'équipe, enfin du binôme de l'HAD, médecin et infirmier. Alors, la population sur laquelle on est intervenu, donc la moyenne d'âge était de 90 ans, donc on avait donc des personnes très âgées. 95% ont pu rester donc dans leur domicile, 5% ont été réhospitalisés pour des raisons multiples secondairement. Et en général, lorsque vous aviez l'intervention de l'équipe mobile, vous étiez pris en charge ensuite par l'HAD, mais tout de suite, à la différence de ce qui se fait en général, qui était d'attendre 24, 48 heures, 72 heures avant l'intervention. Alors, ce que je retiens, il y a 2 points sur lesquels je voulais finir mon propos. C'est la première chose, c'était la question de l'interdisciplinarité. Pourquoi ? Parce que, en fait, on s'est aperçu que pendant cette période-là, même si on la retrouve un peu moins après, il y a eu quand même une volonté de travailler ensemble, que ce soit donc l'ensemble des soignants au sens large, donc que ce soit des soignants de ville et des soignants d'hôpitaux, que ce soit donc avec l'HAD et nous, avec l'ensemble des services donc des différents secteurs, que ce soit avec le public et le privé. Il y a eu une volonté collective de se dire finalement on ne peut pas rester seul pour répondre à cette crise, et principalement donc sur l'Île-de-France, mais comment on peut avancer ensemble. Alors après, on a interrogé donc les professionnels du binôme. On a vu que infirmiers et médecins se sont dit heureusement qu'on était en binôme parce qu'on n'aurait pas pu tenir. Il y avait besoin de soutien donc l'un par rapport à l'autre. Il y avait aussi une répartition des tâches, et aussi donc il y avait un partage de connaissances, et surtout donc pour être réactif dans les 2 heures pour pouvoir soulager les personnes, le fait d'être 2, c'était beaucoup plus simple. Après, donc je vais rapidement, mais c'est vrai que les soignants qui étaient déjà donc en EHPAD ou à domicile donc ont été satisfaits du fait qu'une équipe puisse intervenir. Mais en fait, le binôme nous a fait comme retour qu'il y a eu aussi un soutien de la part du binôme des soignants qui étaient souvent en grande difficulté, des soignants donc d'EHPAD. Le deuxième point sur lequel donc, je voulais revenir, après la question de l'interdisciplinarité, c'est comment répondre à un besoin exprimé par la personne et de son entourage dans ce contexte du Covid du début. Alors, juste pour vous dire, la plupart des personnes que l'on rencontrait ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'ils savaient que s'ils étaient hospitalisés, donc c'était des personnes âgées, très âgées, avec des troubles cognitifs ou des maladies évolutives, donc en soins palliatifs, ils ne voulaient pas aller être hospitalisés parce qu'ils savaient très bien que les aidants, l'entourage, n'allaient pas être autorisés donc à ensuite aller à l'hôpital. Donc il y a eu un effet de repoussoir de l'hôpital. Voilà. Et c'est par rapport à ça, donc la question on a parlé de créativité ce matin, c'était comment on a pu ensemble, avec l'ensemble des services, pouvoir essayer de répondre à ce besoin au cours de cette première phase. Du coup, je vous propose de passer la parole aux collègues en établissement. Peut-être Laurent ? Moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé chez nous 3 mois avant le confinement, parce que c'est important dans la suite de l'histoire de notre établissement. C'est-à-dire que 3 mois avant, des petites bêtes sont venues dans l'établissement. On a été envahis de punaises de lit. Et c'est important à dire parce qu'à ce moment-là, pendant 3 mois, on a très peu vu les familles. Pas parce qu'on leur demandait de ne pas venir, mais parce qu'elles avaient très très peur de ramener des punaises de lit chez eux. Et du coup, les résidents se sont habitués à voir des apicultrices et apiculteurs traîner dans les couloirs. Voilà, ça c'était. Donc ça a duré 3 mois. On s'est débarrassé des punaises de lit 1 semaine avant le premier confinement. Autant vous dire qu'on n'avait plus de masques, qu'on n'avait plus rien. Alors je sais bien, contre les punaises de lit, les masques, c'est pas terrible, hein, mais en attendant, elle les portait. Du coup, on s'est retrouvés, premier confinement, on était au taquet au niveau des gestes barrières, ça je vous promets. Et alors la Covid, pour les équipes, c'était rien à côté des punaises de lit. Et vraiment rien. Et ils me le disaient tous. Voilà, premier. Donc premier jour du confinement, interdiction aux familles de venir. Ça a été la première claque. Les familles sont arrivées, on n'a pas ouvert les portes, on leur a demandé de partir. J'ai vu des familles pleurer, mais très sincèrement, le premier jour, ça ne nous touchait pas. On était dans comment se protéger à tout prix, c'était très étrange.
Troisième jour, je croise une résidente, je vais essayer de faire vite. Troisième jour, je croise une résidente et on discute et je lui dis mais on est tous confinés. Et elle me répond, deuxième claque, vous êtes confinés, nous on est confinés et enfermés. Voilà. Et là ça a été vraiment une grosse claque. Chez nous on fait des réunions tous les matins avec toutes les équipes pour justement casser le rythme de on est à tout prix dans le faire. Et première réunion, je demande aux équipes qui va se mettre en arrêt maladie parce qu'il y avait des peurs et que j'avais besoin de gérer l'après. Et une soignante, ça me touche. Une soignante me dit, mais Monsieur Garcia, moi je veux continuer, le problème c'est mon mari. Le soir il vient me chercher, il me jette comme un sac à l'arrière de la voiture. Quand j'arrive à la maison, je suis obligé de me mettre nu pour me changer et il a peur, il a peur. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Parce que du coup, d'autres soignantes se sont mises à parler de tout ça. Et j'ai appelé les familles des soignants, de toutes les équipes, et j'ai fait connaissance avec ces familles. Ça a été le premier contact avec ces familles. De là, on a réfléchi aux mots que la résidente nous avait dit. Nous, on est confinés et enfermés. Et au bout d'une semaine de vrai confinement, on s'est dit ensemble que ça ne pouvait pas durer, qu'on ne pouvait pas interdire aux familles de venir parce que nous, on ne le supporterait pas nous-mêmes si on devait nous faire subir ça. Et on s'est dit, on prend le risque, les recommandations, on les met un peu de côté et on va essayer de faire ce qu'on ressent. Est-ce que les résidents n'ont pas le droit de vivre ce que nous, on vivait? Et ça, c'était important pour nous qu'ils vivent la même chose. Du coup, voilà, on autorise les familles. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais en attendant, on travaille ensemble. Alors, je déteste le mot aidant, je vais me répéter, mais elles n'étaient pas là pour nous aider, mais en attendant, elles nous ont libéré énormément de temps, ce qui fait qu'on a pu mettre en place beaucoup plus de choses. On se surveillait mutuellement sur l'hygiène des mains, sur tout ça, ça a été un jeu. Et voilà, ce premier confinement, finalement, au bout d'une semaine, on l'a super bien vécu parce qu'on a aussi autorisé les résidents qui avaient l'habitude de sortir, d'aller voir à l'extérieur. Parce que pour eux, le confinement, ça ne leur parlait pas. Les trois quarts des résidents, ils ne sortent pas. On ne va pas se le cacher. Et donc, on a eu besoin de dire « allez voir ». Donc, on leur a fait des passes, ils sont allés voir, ils ont vu des rues désertes, des boutiques fermées. Et là, ils ont intégré que effectivement le confinement existait et ça a énormément apaisé les choses. Ils n'étaient plus du tout en demande de sortir. Et c'était important dans la suite de l'histoire. Du coup, j'ai eu l'impression pendant cette période qu'on ne formait plus qu'un seul bloc. Il n'y avait pas les familles d'un côté, les équipes de l'autre, les résidents. On faisait tout ensemble. Il y a eu une véritable entraide. Il y a eu cette peur que le Covid arrive et que ce soit l'hécatombe, je ne vous le cache pas. Mais est-ce que c'était censé d'interdire les familles et de faire venir des tas de vacataires tous les jours qui allaient travailler un jour à l'hosto, le lendemain? Enfin, pour nous, ça n'avait pas de sens. Et ça n'a pas été simple, mais ça nous a libéré du temps. Et on a pu, grâce à ça, on était une jolie équipe. Et je le dis, on est devenu une famille parce qu'on a pu partager nos vies. On a parlé de ce qui se passait sur l'établissement, mais aussi de ce qui se passait chez nous. Et ça a créé du lien entre les soignants, entre les familles, quelque chose que je n'avais jamais vu. On aurait bien aimé se serrer dans les bras et s'embrasser très sincèrement avec les familles, parce que cette aventure, on l'a vécue ensemble et on continue de la vivre aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de dire que pour nous, la Covid, ça n'a été que positif. Et peut-être Dominique, si vous voulez. Oui, merci beaucoup. Je vais repartir de ce que vient de dire Laurent, qui me paraît très fort. Je ne dirais pas
que la Covid n'a été que du positif au sein de Partage et Vie. Et j'y reviendrai en particulier sur les épisodes de décès en nombre. Mais il est incontestable que cet épisode a été un moment d'aventure humaine et que nous avons tous, même dans un grand réseau comme Partage et Vie, nous avons eu énormément de moments d'humanité partagée au sein des établissements, entre les établissements. Et que on parlait de ce qui allait rester de cette crise épidémique, et je pense que ce lien humain est quelque chose qui va rester et qui aura été très profond. Laurent parlait de ce qui s'était passé 3 mois avant. Il se trouve que moi aussi, je peux, par rapport à cette question de comment est-ce qu'on a maintenu les valeurs du soin pendant la crise, parler de ce qui s'est passé 3 mois avant. Et là, je parle d'un groupe d'établissements. 3 mois avant, on avait engagé une démarche de réflexion éthique avec le concours de Roger Paul Droit et d'un certain nombre d'experts, à la fois philosophes, médecins, membres du ex-membres du CCNE en tout cas, et nos directeurs d'établissement pour engager la réflexion de Partage et Vie sur le fait que, alors qu'on était là en train d'élaborer notre projet stratégique, il fallait avoir cette réflexion éthique parce qu'on a des personnes accompagnées et soignées par des personnes accompagnantes et soignantes, et que ce lien personnel, il est évidemment absolument nécessaire d'y travailler. Et on avait abouti à ce qu'on avait appelé une déclaration, la déclaration de Partage et Vie. La référence à la déclaration des droits de l'homme était volontaire, pour dire dans quel cadre éthique devait se dérouler la vie quotidienne. Et j'insiste là-dessus, l'idée était ni d'avoir des généralités éthiques, ni d'avoir des consignes très précises, c'était plutôt d'avoir toute une série de principes qui étaient destinés à instaurer un climat éthique au sein de Partage et Vie. Et puis l'autre chose qu'on avait faite au sein de Partage et Vie, c'est pour différents incidents qui s'étaient produits auparavant, qui n'étaient pas extrêmement importants, j'avais eu l'occasion de déclencher ce qu'on appelait au sein de Partage et Vie la cellule de crise, qui est le dispositif qui rassemble les différents services pour gérer une situation donnée. Voilà. Et ces 2 éléments de préparation ont été extrêmement importants lorsque, début mars, comme tout le monde, on est rentré dans le vif du sujet de la crise épidémique. Parce que je crois que ce climat éthique qu'on avait instauré et dont on avait jeté les bases, il a pu être utilisé et il a servi de support dans nos établissements. Et puis, je parlais de la cellule de crise. La cellule de crise, elle a joué un rôle extrêmement important pour 2 raisons. La première, c'est que c'était au sein de Partage et Vie. Tout à l'heure, Mathieu parlait de binôme. Nous, on était plus nombreux autour de la table. Mais ça a été l'occasion d'avoir un vrai échange interprofessionnel entre les personnes en charge du réseau et de la gestion des établissements, notre conseiller médical Claude Jandel, notre juriste, les personnes qui s'occupent des approvisionnements, etc. Et d'avoir un débat approfondi et quotidien, parce qu'une cellule de crise dans ce genre de situation, ça se réunit tous les jours, d'avoir un débat approfondi et quotidien sur à la fois les mesures qu'on souhaitait mettre en œuvre dans l'ensemble des établissements de Partage et Vie et la marge de manœuvre que chaque directeur pouvait utiliser pour s'adapter aux situations. Je crois, enfin, et je le dis parce qu'on a eu des retours à ce propos,
que ce travail qui consistait à donner un cadre clair et à permettre au sein de ce cadre aux directeurs d'établissement d'adapter leurs pratiques a été un facteur, je crois, extrêmement important de maintien des valeurs du soin. Et je regardais le petit fascicule là, qui était disponible sur les tables, et en particulier sur toute la partie gouvernance, hein, où ça insiste beaucoup sur cette dimension-là. Je crois qu'effectivement, c'est une dimension qu'on a réussi à faire vivre. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Il y avait un deuxième point qui a été que pour défendre les valeurs du soin, il a fallu être parfois être un peu ferme et intransigeant. Et en particulier, moi c'est vrai que sur le début de la crise épidémique, je reste marqué par ce qui s'est passé sur les masques. Hein, et sur les masques, on a eu une situation totalement ubuesque, je pense qu'on peut le dire au sens propre du terme, parce que la politique était destinée, pardon du mauvais jeu de mots, à masquer le manque de masques, et que, en plus, les décisions qui ont été prises ont été des décisions qui ont aggravé la crise, il me semble. Hein, parce que on a jeté un embargo sur les masques. On a réservé les masques à l'hôpital pour des raisons qui peut-être se justifiaient, mais qui ont fait qu'on s'est retrouvés, nous, dans une situation absolument anormale, où on savait très bien qu'on exposait et nos collaborateurs et nos résidents à un danger sanitaire, et avec l'absence d'un outil de base qui était le masque. Et je parle de ça parce que je crois vers le 15 mars, si je me souviens bien, on en reparle avec Claude Jandel. Claude Jandel m'envoie un papier en me disant « Écoute, on a regardé un peu la situation. Si on continue comme ça, sans masque, on va avoir 150 000 décès dans les EHPAD. C'est extrêmement dangereux. » Et je dis à Claude « Écoute, vas-y, on fait un courrier tous les deux. On va faire une lettre ouverte. » On rédige ça en 2-3 jours. On l'a fait tourner dans les différentes fédérations, et elle est parue un vendredi, et ça a fait un petit peu de bruit parce qu'elle a fuité dans des conditions qui n'étaient pas totalement maîtrisées. Mais le résultat, c'est que le lundi matin, tout d'un coup, on avait des masques un peu partout en établissement. Voilà. Et donc je pense que ça a montré qu'il fallait aussi parfois un peu se battre pour défendre les valeurs du soin. Et puis dans cette première intervention, on y reviendra après, j'ai d'autres choses à raconter, mais je crois qu'il y a eu cette idée de la première ligne, et je pense qu'effectivement on s'est trompé de première ligne. La première ligne, elle n'était pas en hôpital, et bien sûr il y avait la question de la capacité de l'hôpital à répondre à la crise épidémique, la question n'est pas là, mais la première ligne, elle était à l'évidence en ville, dans les établissements, en direct. C'était là que, avant tout, l'épidémie se déployait. Et donc, avoir une première ligne forte, avoir une médecine de premier recours, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, et à l'évidence, les EHPAD font partie des outils de la médecine de premier recours. Avoir une médecine de premier recours désarmée comme elle l'a été pendant toute une période de la crise, ça a été un vrai facteur qui a interrogé sur la capacité à maintenir justement les valeurs du soin, hein, apporter un soin approprié à tous nos résidents. Et je pense que ça fait partie des questions qu'il va falloir qu'on se pose à l'avenir, y compris la façon d'organiser notre système de santé en France. Et ce n'est pas un sujet qui se résout simplement à coup d'augmentation indicielle de telle ou telle catégorie de personnel, même si évidemment ces augmentations sont absolument indispensables. Merci beaucoup. Et peut-être du coup je vais passer la parole à Raphaël. Donc pour rappel, je chapeaute un pôle aidant qui a notamment 5 plateformes d'accompagnement et de répit en Ile-de-France sur des territoires assez différents. Donc moi aussi, petit retour avant le Covid et avant le confinement. Nous, on fonctionnait beaucoup par territoire avec des propositions qui étaient très locales, portées par une équipe locale composée d'une psychologue et d'une coordinatrice sociale.
Alors lorsque le confinement est arrivé, il n'a jamais été question d'arrêter notre activité, bien évidemment, même si 2 psychologues de l'équipe ont au départ dû s'arrêter pour les congés enfants, etc. Alors nous nous sommes réorganisés pour permettre à tout aidant d'avoir un accompagnement psychologique, quel que soit son territoire et son lieu d'habitation, même si la psychologue de la plateforme en question n'était pas disponible. Et donc les coordinatrices ont été en première ligne pour réceptionner les appels et prioriser les orientations vers du soutien psychologique. Quand l'équipe a de nouveau été au complet, nous avons poursuivi cette mutualisation des accompagnements, ce qui nous a permis d'aller plus loin. En effet, un enseignement pour nous de ce Covid a été la forte mobilisation des enfants aidants. Pour vous donner une idée, on a une plateforme sur les Hauts-de-Seine. En 2019, notre population cible, entre guillemets, d'aidants accompagnés, était une population de conjoints et notre moyenne d'âge était de 71 ans. Après le Covid, notre moyenne d'âge est passée de 71 à 63 ans et demi. Et la majorité des aidants qui nous ont contactés en 2020 étaient des enfants qui n'habitaient pas avec leurs parents, mais qui étaient inquiets de leurs parents aidant de leurs autres parents en perte d'autonomie. Et donc, ça nous a permis d'accompagner un public qui jusque-là ne se sentait pas concerné, ne se sentait pas concerné par le soutien des aidants. Et donc, ça nous a permis de soutenir des aidants qui ne se savaient pas aidants eux-mêmes. Parce que même s'ils ne vivent pas avec leurs proches en perte d'autonomie au quotidien, ils ont une charge mentale très lourde entre le souci de savoir leurs parents seuls à domicile et puis l'inquiétude de savoir si le parent qui, entre guillemets, va bien, va réussir à tenir en prenant soin de l'autre parent qui va un peu moins bien. Je rajoute à ça, pour les aidants enfants, une vie professionnelle et familiale qui est souvent bien chargée. Et donc voilà, donc on s'est mis à accompagner, pour les Hauts-de-Seine, beaucoup d'aidants enfants. Et le fait qu'on mutualise l'accompagnement des psychologues nous a permis d'offrir à chaque membre de la famille, un espace de soutien psychologique bien dédié. Parce qu'il y avait certains enfants qui avaient peur de prendre la place de leurs parents pour le soutien psychologique et qui du coup refusaient, ne souhaitaient pas s'engager dans de l'accompagnement psychologique. Et le fait de leur dire qu'on avait des professionnels dédiés pour aussi les accompagner nous a permis d'aller plus loin dans l'accompagnement des familles. Autre chose, tout a déjà été dit, mais c'est pas grave, je le redis aussi. Donc toutes les équipes ont joué le jeu et ont appris à travailler en distanciel, notamment les psychologues pour qui c'était absolument pas envisageable de faire du soutien psychologique par téléphone, sans voir les aidants et sans les connaître. Donc on a tout appris à travailler ensemble en visio, et aussi bien pour les entretiens de soutien individuel que pour des groupes. Donc on a co-animé beaucoup d'échanges entre nous, on a même mis en place, je cite, les 10 commandements pour une visio réussie, avec l'idée de pouvoir apprendre à poser un cadre. Quand on pose un cadre en présentiel, c'est assez facile, on tient le cadre. En distanciel, quand les aidants ont leur proche qui est derrière eux, quand les aidants coupent la caméra, quand ils se lèvent pour aller aux toilettes ou n'importe quoi, le cadre est plus difficile à poser. Donc on a appris tout ensemble et ça nous a permis de pouvoir proposer des groupes qui étaient assez chargés quand même, puisqu'on a pu proposer en distanciel des groupes de réflexion autour de la question de l'entrée en EHPAD. Et un autre groupe qui devait avoir lieu en présentiel, mais bon, forcément, contexte oblige, on a été obligé de le mettre en distanciel. Un groupe sur l'accompagnement de la fin de vie à domicile. Donc vous voyez, au niveau charge émotionnelle, c'est quand même assez costaud. Et le fait qu'on ait appris à travailler en visio tout ensemble nous a permis de faire face. Autre chose qui a été extrêmement intéressante au niveau de l'équipe, les psychologues se sont réunis et elles ont réalisé des fiches conseils qui ont été transmises à nos aidants. C'était des fiches conseils pour répondre aux questions récurrentes que les aidants se posaient. Vous avez par exemple préparé les sorties. Parce que comment vous faites quand un aidant vous dit « mon proche veut sortir » alors qu'on est en première phase, alors on est en premier confinement, qu'on ne peut pas sortir plus d'une heure, pas à plus d'un kilomètre. Donc voilà, donc fiche conseil sur comment préparer les sorties et comment faire comprendre à son proche qu'en contexte Covid, on ne sort pas sans rien. Il faut être masqué, il ne faut pas partir trop longtemps, il ne faut pas partir trop loin. Une autre fiche a été sur accompagner l'anxiété ou l'agressivité de mon proche, parce que confinement oblige, c'est quand même. Et puis l'ambiance était quand même assez particulière. Dans les magasins, il y avait quand même pas mal de distanciation. Donc comment est-ce qu'on accompagne ça avec son proche atteint de troubles cognitifs ou de troubles du comportement? Donc deuxième fiche. Et puis la troisième sur pourquoi ritualiser le quotidien de son proche malade quand on n'a plus beaucoup de stimulation, quand on n'a plus beaucoup d'ouverture vers l'extérieur. Comment est-ce que le fait de ritualiser le quotidien de son proche avec des troubles cognitifs ou des troubles du comportement peut aussi apaiser la situation au domicile quand on n'a pas l'échappatoire de pouvoir sortir pour prendre l'air et changer d'air. Donc ça a été
des propositions faites par les psychologues que les aidants ont pu recevoir par mail et ont pu aussi avoir à proximité à portée de main pour gérer les urgences, entre guillemets. À côté de ça, notre chargé des activités a aussi réalisé des livrets d'activités parce que nous avons eu beaucoup d'aidants qui s'étaient installés avec leurs proches ou qui avaient fait venir leurs proches chez eux et qui ne savaient absolument pas quoi faire. Les aidants ne savaient pas quoi leur proposer au quotidien. Et donc voilà, ces livrets d'activités étaient vraiment pour ces aidants démunis qui ne savaient pas quoi proposer en termes de stimulation cognitive. Et à ce sujet, je le dis aussi, nos accueils de jour au niveau de Delta 7 ont forcément dû fermer, puisque confinement oblige, tout le monde ferme les portes. Et donc les professionnels d'accueil de jour, on a pu organiser ça la nuit, avant que le confinement soit concrètement mis en place. Les professionnels ont pu récupérer ordinateurs, tablettes, webcam, micros, etc. Et tous les jours, sur le site internet de Delta 7, il y avait des vidéos à destination des personnes âgées avec des troubles cognitifs, des vidéos de stimulation. Alors c'était des ateliers, vous aviez le réveil de Guillaume, un petit point météo et puis un petit truc sympathique. Vous aviez le réveil musculaire, vous aviez des exercices de stimulation cognitive réalisés par chacun de nos professionnels. Et ces vidéos d'ailleurs sont toujours sur le site de Delta 7 parce que les familles l'ont plébiscité et qu'elles souhaitent, elles poursuivent encore aujourd'hui c'est la mise à disposition des vidéos pour leurs proches, notamment quand il n'y a pas d'accueil de jour. Nous avons aussi expérimenté les activités aidant-aidés en distanciel. Donc nous avons proposé des ateliers cuisine, des ateliers à connotation plus artistique, plus culturelle. Alors ça peut sembler un peu surprenant de faire un atelier cuisine en distanciel, vous me direz, mais il n'empêche que l'idée c'était de lutter contre l'isolement des aidants et puis de leur permettre de garder un lien avec l'extérieur, de retrouver d'autres familles, même par écran interposé. Et puis c'était aussi l'occasion de leur proposer des activités plus légères dans un contexte qui était quand même assez anxiogène. Et enfin, quelque chose d'assez surprenant aussi, nous avons tenté un atelier de méditation pleine conscience, uniquement pour les aidants, et en visio, 2 fois par semaine. Et cet atelier a été tellement apprécié qu'on le poursuit encore aujourd'hui, alors cette fois-ci 1 fois par semaine, en alternant avec des ateliers en présentiel. Donc comme quoi la visio est quand même bien entrée dans les pratiques. Et puis aussi en enseignement, on a beaucoup d'aidants en activité professionnelle qui le fait qu'on propose des activités en visio, en distanciel, finalement ces aidants ont pu se libérer beaucoup plus facilement que s'ils avaient dû annoncer à leur employeur qu'ils s'absentaient pour être soutenus en tant qu'aidants. Alors, quid du quotidien des aidants? Alors ça, de toute façon, vous le savez, on a eu l'occasion de le dire ces 2 derniers jours, mais donc pour rappel, tout a été brutalement mis à l'arrêt, avec la fermeture des accueils de jour, un arrêt des interventions d'aide à domicile jugées comme non essentielles. Le ménage, par exemple, était jugé parfois comme non essentiel, mais pour certains aidants, c'était la seule visite qu'ils avaient dans la semaine, donc ça a été extrêmement douloureux. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement en masques et en gel, bien évidemment. Et puis aussi une inquiétude des familles liée à la méconnaissance à l'heure du Covid qui ont conduit les familles à choisir de mettre fin aux interventions à domicile et qui se sont retrouvées vraiment isolées, voire enfermées. Donc, comme je vous le disais, beaucoup se sont sentis enfermés avec leurs proches, sans plus aucun espace de respiration que pouvaient être les activités sportives ou de loisirs qu'ils avaient à côté. Et certains nous en parlent encore, parce que les activités commencent à reprendre petit à petit, mais le déconfinement n'a pas été synonyme de reprise d'activité. Les choses commencent maintenant, mais les familles nous en reparlent encore. Donc, comme je vous le disais, certains aidants se sont installés avec leurs proches et ont alors pris conscience des difficultés qu'avaient leurs proches au quotidien. Parce que pour les aidants qui ne vivaient pas et qui se contentaient d'appeler de temps en temps, les choses allaient pas mal. Par contre, quand on vit au quotidien avec son proche et qu'on se rend compte qu'il n'est plus en capacité de se nourrir correctement, que le frigidaire, finalement, quand il est arrivé, le frigidaire était vide et qu'il n'a pas les réflexes de préparer ses repas, pour certains aidants, ça a été extrêmement douloureux. Ils ont vraiment pris conscience des difficultés de leurs proches qu'ils n'avaient pas réalisées avant. D'autres ont été... alors pour ceux qui ne vivaient pas avec leurs proches, il y avait aussi une énorme inquiétude et un fort sentiment, ils se sentaient vraiment extrêmement démunis et impuissants à pouvoir aider parce qu'ils ne pouvaient plus mettre en place des aides comme on pouvait faire avant. Le téléphone ne fonctionnait plus très bien, les services d'aide à domicile n'étaient absolument pas en capacité de pouvoir absorber de nouvelles demandes et c'était extrêmement compliqué. Et donc c'était une souffrance pour les aidants, même à distance. Pour les aidants qui vivaient avec leurs proches, donc, quand ils ont été confrontés à l'arrêt des stimulations cognitives et physiques, puisque au départ, orthophonistes, psychomotriciens, kinésithérapeutes ont dû arrêter du jour au lendemain leurs interventions, beaucoup d'aidants nous disaient qu'ils assistaient,
Ils ont assisté de visu à la dégradation brutale et irréversible de leurs proches, et ça a été extrêmement douloureux. L'impression d'un gâchis et voilà, d'une perte de chance pour leurs proches. Et c'est un sentiment aussi qu'on a retrouvé chez les professionnels avec qui on travaille, les professionnels d'accueil de jour, les professionnels d'équipes spécialisées Alzheimer, qui ont retrouvé leurs patients après le confinement et qui nous ont vraiment fait part d'un avant-après qui était malheureusement spectaculaire, mais pas dans le bon sens. Voilà. Concernant les EHPAD, alors les hébergements temporaires ont été extrêmement compliqués à mettre en place. Et alors, la résistance liée à la question de l'institution, elle existait déjà avant le Covid. Et aujourd'hui, nous qui accompagnons les aidants sur cette réflexion, on constate qu'il y a une représentation qui est encore plus négative aujourd'hui, avec la crainte que leurs proches se retrouvent isolés si une nouvelle vague arrivait. Et donc, alors que les aidants sont aujourd'hui épuisés, ils renoncent, entre guillemets, à cette proposition de répit que pourrait être l'hébergement temporaire, parce qu'il y a une peur, rationnelle, irrationnelle, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, du coup, voilà, beaucoup de familles se refusent aujourd'hui à confier leurs proches à l'institution. De notre côté, nous avons fait le choix de reporter le budget qui n'était pas utilisé pour financer des heures de répit à domicile avec les services d'aide à domicile quand ils ont pu à nouveau absorber la demande. C'est quelque chose qu'on ne proposait pas avant, mais on a vraiment senti ce besoin-là. Et du coup, l'ARS, par la suite, on a eu le droit à des subventions complémentaires de l'ARS pour nous permettre d'aller plus loin dans le soutien aux aidants, dans les propositions de répit à domicile via les aides à domicile. Alors, il y a bien évidemment eu des situations dramatiques. Je pense notamment à une madame D qui m'a appelée en pleurs le jour de l'incinération de son mari. Elle me disait qu'elle n'avait pas pu l'accompagner dans ces derniers jours, qu'elle n'avait pas pu lui dire au revoir après son décès, et qu'elle n'avait pas pu l'accompagner le jour de son incinération. Il avait été incinéré en catimini et c'était le jour de leur anniversaire de mariage. Donc, on comprend les émotions qu'elle avait pu traverser. Et puis à noter, enfin, c'est assez surprenant, mais je vous partage parce que du coup, c'est aussi assez révélateur. Certains aidants ont au contraire très bien vécu ces périodes de confinement, se sentant alors, je cite, à l'égal des autres. Pour eux, la vie avec leurs proches dépendants est une forme de confinement au quotidien et ils se sont sentis moins seuls à voir que d'autres étaient enfermés chez eux sans plus aucune activité. Et donc c'est intéressant de se le dire parce que ce que nous on a vécu en tant que personne, finalement nos aidants, quand la vie reprend, c'est un peu ce qu'ils peuvent avoir l'impression de vivre au quotidien. Donc je trouve que c'est intéressant de le partager pour que derrière on regarde les aidants un peu, voilà, qu'on puisse regarder les aidants un peu autrement. Alors, quelques mois après, quels sont mes constats à moi ? Alors, concernant les aidants, même si les dispositifs d'aide et de soins ont repris quasiment à la normale, donc, nous sentons un fort besoin de relecture de ces derniers mois. Et donc, au niveau de toutes nos plateformes, nous avons initié des groupes, entre guillemets, post-Covid, avec des temps d'échange. Par exemple, le Covid m'a conduit à confier mon proche à un EHPAD, ou des groupes aussi dédiés aux aidants endeuillés suite au Covid. Parce que l'expérience montre que le Covid a changé un peu. Il y a par exemple, pour les aidants endeuillés, il y a le deuil de son proche, bien évidemment, mais le deuil mais aussi le deuil de ne pas avoir pu accompagner son proche à cause du Covid. Et donc, on propose ces temps de relecture parce qu'on sent que les aidants en ont besoin. Alors, concernant les professionnels du pôle aidant, moi, j'ai envie de dire que le premier confinement, c'est pas finalement ça qui a été le plus difficile, parce qu'on s'est organisé, on a fait face, on a développé un esprit d'équipe qui était extrêmement fort. On s'appelait 2 fois par semaine pour échanger sur les situations complexes, mais aussi pour échanger sur comment est-ce qu'on allait chacun. Et donc ça a vraiment cimenté profondément notre équipe. Et puis finalement, quand le déconfinement est arrivé, on a un peu réduit les espaces d'échange et puis on s'est chacun retrouvé un peu isolé. Et c'est début 2021 que moi j'ai constaté un profond épuisement des équipes, parce qu'on a beau être professionnel, donc on a fait face en tant que professionnel, on a accompagné les aidants, etc. Mais la personne a été attaquée finalement tout au long de ces confinements, déconfinements, reconfinements, première, deuxième, troisième, etc. vagues. Et que du coup, voilà, c'est vraiment... Après, avec le recul, c'est vraiment plusieurs mois après que j'ai constaté une énorme fatigue des équipes, confortée en plus, parce que comme on l'a dit très justement tout à l'heure, avant le Covid à Paris, on a eu toutes les manifestations, les grèves, les machins, donc c'était effectivement assez compliqué. Et puis voilà, et donc j'en profite juste pour dire merci pour ces universités d'été, parce que je trouve que c'est des temps de relecture qui nous aident aussi, nous professionnels,
voilà, à relever la tête et à nous rendre compte que tout ce qu'on a vécu, c'était pas normal, qu'on a aussi été heurté en tant que professionnel et en tant que personne. Et le fait de prendre conscience de ça, je pense que ça va nous aider à construire aussi la suite. Voilà, merci. Je voulais juste réagir sur ce que disait Raphaël à propos de la crainte du séjour en EHPAD, hein, qui évidemment se voit entre autres dans le lent redressement de notre taux d'occupation. Bon, dire qu'évidemment, ça ne nous étonne pas vraiment, alors même que, et c'est ça le problème en termes de valeur du soin, hein, alors même que pour un certain nombre de personnes, ce serait sans doute la bonne solution que d'être hébergé en EHPAD. Et là, on retombe aussi sur des questions de responsabilité. Il y a tout ce que nous pouvons faire pour sécuriser l'hébergement des personnes. Et franchement, avec la réussite de la vaccination aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur notre capacité à assurer la sécurité d'une personne rentrant en EHPAD, surtout si elle est vaccinée, bien sûr. Mais c'est aussi pour montrer qu'on a toute une chaîne qui doit être complète, hein. Et aujourd'hui, les directives que nous avons en EHPAD, c'est de confiner l'EHPAD dès qu'on a plus de 3 cas positifs avérés, fussent-ils asymptomatiques et fussent-ils sur des personnes qui sont vaccinées, hein. Donc on a une situation qui est un peu absurde et qui fait qu'on ne peut pas garantir aujourd'hui, effectivement, à une personne que non, on ne reconfinera pas les établissements. Et je pense que c'est des sujets qu'il faut adresser au nom de l'éthique. D'une part au nom de l'éthique dans le fonctionnement des établissements, parce que cette règle me paraît absurde sur le plan de la qualité de fonctionnement de nos établissements, mais aussi au nom de l'éthique de la prise en soin des personnes, parce qu'encore une fois, on a des personnes qui vont hésiter à retenir la bonne solution pour elles au nom de ce risque. Voilà, donc c'est un très bon exemple du fait qu'il y a encore du travail à faire pour que tout le monde prenne ses responsabilités dans la sortie de cette crise.